Les amis, je voulais revenir un peu avec vous sur un sujet qui a défrayé les chroniques durant tout cet été, qui n'est autre que les Pokémon, et vous donner un peu ma vision des choses et le côté un peu scientifique d'une analyse des Pokémon. On a pu voir que durant toute cette période estivale, nous avons eu deux camps qui se sont affrontés, chacun avec différents arguments. Ainsi, certains maires ont décidé de bannir de leur commune, via les conseils municipaux, les différents Pokémon. On a même pu voir la ministre de l'Éducation interdire là aussi les Pokémon à l'école, considérant qu'il y avait danger pour l'ensemble des enfants pour la rentrée. C'est aussi sans compter sur les différents commentaires qu'on a pu avoir en bas de ces articles, disant tout simplement que Pokémon c'est l'abrutissement des masses, que l'on a une civilisation qui s'effondre et que les jeunes générations vont devenir des tas d'imbéciles, incapables de marcher tout seuls et créant des attroupements, des émeutes et évidemment des accidents puisqu'ils sont écrasés pour le plaisir de certains. Il était temps pour moi de calmer un peu le jeu et de vous donner ma vision des choses face en fin de compte aux différents types de Pokémon et notamment les Pokémon qui ont directement un univers rattaché aux plantes. Et faut être franc, à part la première génération, je ne connais pas vraiment les Pokémon. Il était donc temps pour moi de rafraîchir mes connaissances et de vous proposer un classement des différents Pokémon suivant en fin de compte leur interaction avec le monde végétal. Pour comprendre la classification des différents types de Pokémon, il faut déjà se référer au règne du vivant qui, en fin de compte, classifie actuellement l'ensemble des êtres vivants sur notre planète. Et pour bien comprendre les choses, il faut déjà commencer par savoir que c'est Carl von Linné qui, à la fin du XVIIIe siècle, par son ouvrage Systema Naturae, va en fin de compte classifier et faire une grande différence entre, d'une part, les animaux et d'autre part les végétaux. Nous avons donc en fin de compte la base, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, qui va se diviser au fil des différentes découvertes par les scientifiques. Car en effet, il y a déjà des incertitudes, notamment par rapport au corail ou par rapport aux éponges, où on ne sait pas trop dans quel règne, soit végétal, soit animal, on peut les classifier. Nous allons assister au 19e siècle à l'amélioration technologique, notamment au niveau des microscopes, qui vont permettre aux scientifiques de découvrir des bactéries, des micro-organismes qui ne pourront évidemment ni classer en tant que végétaux, ni classer en tant qu'animaux. Et ainsi, de nouvelles classes vont ainsi se développer au niveau même des règnes. Et c'est en fin de compte vers le milieu du XXe siècle que les différents scientifiques vont enfin pouvoir créer un nouveau règne pour regrouper l'ensemble des champignons qui sera appelé fungi et qui en fin de compte permettra là aussi de pouvoir donner ses lettres de noblesse à ces différents champignons qui n'ont rien en commun ni avec les plantes ni avec les animaux. Et cette notion de règne va être un moyen facile pour l'ensemble des différents scientifiques de faire évoluer différentes thèses, différentes hypothèses sur le règne du vivant. C'est ainsi qu'on va avoir la naissance des super-règnes comprenant les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes, ce sont généralement les bactéries qui ne comprennent qu'une seule cellule, et les eucaryotes, comme nous par exemple, où nous avons plusieurs autres cellules. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons 2 super-règnes et 6 règnes pour en fin de compte classifier les êtres vivants de notre planète. Nous avons donc les prokaryotes, ne composant qu'une seule cellule, et qui vont être représentés par les différentes bactéries. Puis nous avons ensuite les eucaryotes qui vont regrouper les protozoaires, les chromista, les animaux, animalia, les plantes et les fungi qui sont représentés par les différents champignons. Je vous propose donc cette rigueur scientifique au niveau des différents règnes pour analyser, comprendre et ainsi classifier les Pokémon et notamment ceux que je connais le mieux, c'est-à-dire les Pokémon de type plante. Alors on peut tout de suite enlever de cette liste l'ensemble des champignons qui n'ont rien à voir avec les plantes et qui sont un règne bien à part. Ainsi, les trompignons qui évoluent en godet,
les Balignons qui évoluent en Champignon et les Paras qui évoluent en Parasect sont des Pokémon de type champignon qui évoluent là aussi au sein de leur règne et qui doivent être détachés des plantes. Ce qui est embêtant avec les Pokémon plantes, c'est qu'on peut tout à fait rester dans une vision caricaturale en se disant c'est des animaux avec en fin de compte un petit peu de verdure dessus. Et c'est un piège qui est sournois parce qu'il y a des recherches végétales et botaniques beaucoup plus avancées. Et c'est souvent un argument que les détracteurs des Pokémon vont en fin de compte utiliser en disant un Pokémon c'est du n'importe quoi. Vous prenez un singe, vous lui foutez un brocoli sur la tête et ça y est, vous avez un feuillajou. Vous prenez une chèvre, vous lui mettez un tapis de mousse sur le dos, ça y est, vous avez votre cabriolène. Et j'ai envie de vous dire, cette vision ne doit pas caractériser les différents Pokémon. Ça va bien au-delà. On a des Pokémon qui vont se baser, en effet, suivant les notions d'évolution, sur notamment un seul, unique organe que l'on va facilement reconnaître et qui va en fin de compte servir de base à toute la narration et à toute cette évolution dans le temps. Prenons le cas des différents fruits que l'on peut voir. On a Granipo qui va se transformer en Pifeuille, puis en Tangalis. Autant les différentes feuilles sont difficilement identifiables au niveau de ses évolutions, mais on comprend tout à fait que Granipo va se baser sur le fruit du chêne qui est le gland, avec notamment la cupule et l'ensemble des différentes parties qui sont facilement identifiables. Et Granipio va être le seul élément de botanique qui va nous permettre de comprendre qu'il s'agit d'un Pokémon rattaché au chêne, puisque les différentes feuilles ne sont pas là pour nous aider, notamment au niveau de son évolution. On a un peu plus de chance avec Chéribon qui va évoluer en Chériflore, puisque là on a directement des cerises qui vont nous rattacher directement ce Pokémon au cerisier et qui va en fin de compte avoir une évolution en fleur. Alors il faut aussi savoir que Chériflore a en fin de compte deux types d'évolution, soit sous la forme d'une fleur de cerisier ou soit sous la forme d'une fleur de campanule. Jamais aucune cerise ne vous donnera des fleurs de campanule. Il faut aussi savoir que les différents Pokémon peuvent aussi avoir d'autres types, d'autres règnes associés à leur type plante. Notamment le type poison. On peut avoir des plantes poison. Par contre, il y a un type, moi, qui me dérange beaucoup en tant que botaniste, c'est le type plante glace. On a notamment le Pokémon Blizzy qui évolue en Blizzarrois, qui est en fin de compte un Pokémon de type plante glace. On sait notamment que dans la nature, beaucoup de plantes peuvent tout à fait lutter contre le froid et on a notamment des plantes qui vont bien supporter la neige. Je pense évidemment au perce-neige, Galanthus nivalis, mais aussi à différents types d'élébores comme les élébores de Noël et les Borus niger. Par contre, des plantes qui résistent à la glace, si, les haricots verts surgelés. Avant même de chercher les différentes similitudes que l'on peut avoir entre le monde végétal et celui des Pokémon, on peut déjà s'émerveiller de cette notion d'évolution des différents Pokémon à différents stades, car en fin de compte, elle vient parfaitement illustrer ce qu'est le règne et la classification moderne des différents êtres vivants. Si on prend par exemple Mistelbe, qui va évoluer ensuite en Orthide, ce même Orthide qui va réussir à donner deux types de Pokémon, le Rafflesia et le Joliflore. Ainsi, Orthide peut donner deux autres types de plantes totalement différents suivant son évolution. Et ça illustre parfaitement le monde absolument extraordinaire et spectaculaire des Rafflesia. Cette plante qui pousse en Asie, que l'on retrouve dans les Philippines, dans le sud-est de l'Asie et évidemment dans toute l'Indonésie, va avoir des formes, des couleurs et des tailles de fleurs différentes suivant les différentes espèces. Et on a par ce Pokémon, en fin de compte, l'illustration parfaite de ce qu'est une espèce. Prenons le cas du Granivol qui va évoluer en Floravol, puis en Cotovol. Et on reconnaîtra facilement, notamment par les feuilles, la fleur et évidemment le fruit, qu'il s'agit d'un pissenlit. Et les évolutions sont tout à fait logiques puisque nous avons au début l'apparition des feuilles avec Granivore et sur sa tête ces différents types de feuilles assez dentelées. Le Floravol quant à lui a sur la tête lui aussi une fleur de pissenlit.
Et Kotovol, qui est la dernière évolution de ce Pokémon, est dans la logique totale des différents types de stades de pissenlit, qui est celui de la fructification, par notamment cette espèce de boule avec, quand on souffle dessus, les graines qui s'envolent au loin. On peut là aussi tout à fait faire le lien avec le tournegrain qui va donner là aussi Héliatron, qui est l'illustration parfaite de l'évolution des tournesols, avec là des graines qui sont représentées par le tournegrain, tournesol. Même les noms des Pokémon viennent rajouter un côté scientifique, puisque dans Héliatron, on peut tout à fait remarquer qu'il y a une coïncidence avec son nom latin qui est Helianthus, se référant évidemment à Hélios, qui est le soleil, et qui est à l'origine même du nom de tournesol. Tourne, soleil. Et que dire des différents autres Pokémon qui vont en fin de compte prendre référence sur des végétaux assez diversifiés de par le monde. La richesse botanique est présente et elle est florissante. C'est le cas de le dire. On peut tout à fait rattacher l'ensemble de ces Pokémon par différentes plantes qui vont évoluer dans des milieux et dans des paysages diversifiés de par le monde. Il est indéniable au niveau botanique que les différents Pokémon que l'on peut identifier sont vraiment très variés. Ainsi, on a des plantes carnivores qui sont représentées notamment par Vortante, qui avec sa bouche va évidemment faire référence Dionée, qui est une plante que l'on retrouve en Caroline du Nord et en Caroline du Sud aux États-Unis et qui en fin de compte s'appelle l'attrape-mouche, le Dionea muscipula. Nous avons aussi Chétiflore qui évolue en Boostiflore puis en Ampiflore et qui est facilement identifiable puisqu'il s'agit d'une Nepenthes. Cette plante pousse en Asie, dont on connaît à peu près une centaine de différentes espèces, mais qui reste pour les scientifiques une plante carnivore à découvrir puisqu'il reste encore des spécimens inconnus qui sont dans la forêt tropicale. Nous avons aussi une plante grimpante qui est représentée par Vipellière, qui va évoluer en Lianaja, puis en Majespic, et on peut constater que les différentes évolutions vont aussi nous donner des indications quant à cette plante grimpante qui a pu inspirer le Pokémon, notamment au niveau des feuilles et évidemment au niveau des fleurs. C'est une plante grimpante qui a des feuilles trilobées et notamment une floraison jaune plus ou moins tubulaire. Et si on se réfère au monde végétal, il existe en effet l'Hippomea lobata, qui en fin de compte est l'Hippomée lobée, et qui a des floraisons qui sont assez similaires à ce Pokémon, mais aussi des feuilles assez caractéristiques. Les plantes succulentes et les cactus ne sont pas en reste, puisqu'on retrouve Marashi, qui est l'illustration parfaite du figuier de Barbarie, et on peut le voir notamment au niveau de ses bras, de ses jambes et de son corps. Nous avons en fin de compte des tiges aplaties avec des épines, ce qui est caractéristique des figuiers de Barbarie, que l'on peut rattacher facilement aux Opuntia ficus indica. Nous avons aussi un Pokémon Cacnea qui évolue en Cacturne et qui d'après moi va désigner deux types de plantes différentes. Le premier, Cacnea, est beaucoup plus rattaché au cactus, tandis que Cacturne me fait beaucoup plus penser à une forbe, le Forbia canariensis, qui pousse sous forme de cierge et qui en fin de compte va avoir différentes petites feuilles qui sont assez similaires au chapeau de ce Pokémon. Un autre Pokémon tout à fait caractéristique, c'est Lilia qui va évoluer en Vassilis et qui est l'évolution même de ce que l'on appelle la plante caillou, les Lithops. Le Lithop est une plante assez connue puisqu'il s'agit d'une plante qui a deux feuilles à la base et qui vont énormément grossir pour notamment lutter contre le soleil et avoir des couleurs très exubérantes et qui vont permettre en fin de compte à la bonne saison de fleurir. Nous avons évidemment aussi Tropius qui lui va directement se rattacher au bananier et pour le coup on va avoir sur ce Pokémon différentes informations botaniques, notamment des feuilles mais aussi des fruits avec les bananes qu'il a au niveau du cou. Un Pokémon est à l'origine de beaucoup d'incompréhensions, notamment botaniques. C'est Neneuf qui va évoluer en noix de coco. Autant pour noix de coco, on peut tout à fait comprendre qu'il s'agisse d'un palmier qui est rattaché à l'ordre des cocotiers, Cocos nucifera, mais autant pour Neneuf, on a du mal à comprendre qu'il s'agisse d'un Pokémon de type plante.
Et pourtant, il existe dans le monde végétal différentes variétés d'aubergines qui s'appellent les aubergines E ou les plantes E, qui sont des variétés blanches et vont avoir au niveau du développement de leurs fruits la taille et le volume d'un œuf. Le souci est en fin de compte de savoir comment un fruit d'aubergine peut se développer en formant un cocotier. Là, il va falloir beaucoup d'imagination. Nous avons aussi les conifères qui sont là aussi représentés par un Pokémon, Arco, qui va se développer en Masco, en Junco et en Mega Junco. On nous dit tout simplement que le sapin aurait pu inspirer les créateurs de ce Pokémon, notamment au niveau de ses différentes évolutions. Au niveau botanique, je ne suis absolument pas d'accord, et Mega Junco a beau avoir un sapin de Noël au niveau de la queue, ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'un sapin. Si l'on compare et si l'on regarde un petit peu, on voit que sur son dos, il y a des boules rouges et jaunes. Pour moi, en fin de compte, ce Pokémon serait beaucoup plus inspiré des différents types d'ifs, comme notamment le Taxus baccata, qui est l'if commun et qui a des fruits sphériques rouges. Et ce petit reptile, qu'on peut tout à fait identifier comme un gecko, va développer un feuillage qui est tout à fait similaire à celui des ifs communs, notamment au niveau de ses différents stades en tant qu'Arco, Masco et Junco. Et l'on va avoir une dernière information qui est celui du Mega Junco qui va nous aider à comprendre que les fruits ne sont pas ceux des différents sapins comme on peut nous le dire au niveau du Pokédex. La diversité du monde botanique est tout à fait illustrée par ces différents types de Pokémon qui vont directement illustrer différents types de plantes en passant par les plantes tropicales, des plantes dites extraordinaires comme les plantes carnivores ou les plantes succulentes et les cactus, mais aussi toucher à des plantes très communes comme le pissenlit, évidemment les cerises, les chênes. On a véritablement une multitude de différents Pokémon qui viennent avoir pour certains un premier contact avec des jeunes qui ne connaissent pas beaucoup la botanique et qui vont là aussi s'intéresser à ce domaine, notamment par ces différents petits êtres qui sont là avec des caractéristiques bien communes aux plantes. Je voulais terminer cette présentation par 3 types de Pokémon assez étranges mais qui viennent parfaitement illustrer là aussi les mythes et les légendes que l'on peut attribuer aux différents végétaux du monde horticole. On va trouver un Rose-Bouteau qui donne Roselia puis ensuite Roserade et qui est un Pokémon ressemblant évidemment à une rose. C'est un Pokémon qui, de par toute son évolution, notamment par les boutons, la fleur et ensuite les fruits, les boutons représentés directement par Rose-Bouteau, ensuite Roselia qui est en fin de compte un Pokémon qui va développer et d'un côté et de l'autre 2 roses, et ensuite Roserade qui elle va développer directement les fruits du rosier que l'on retrouve notamment dans ses mains, mais ce n'est pas tant pour son cycle que ce Pokémon est intéressant, c'est pour le mythe qu'il va développer notamment sur son forme de Roselia, qui est un Pokémon qui a de chaque côté 2 roses, l'une est rouge, l'autre est bleue. Depuis des décennies, les différents pépiniéristes et obtenteurs de roses n'ont eu comme obsession que d'avoir cette fameuse rose bleue. Et cette couleur mythique est souvent demandée et reste une prouesse au niveau des différents obtenteurs de rosiers, au niveau des pépiniéristes, car cette couleur n'existe pas dans les différents rosiers. On va avoir évidemment des rosiers qui vont avoir des couleurs pourpres, assez foncées, mais en aucun cas ce rose azur n'existe encore. Nous avons aussi Nénupio qui est en effet un Pokémon se référant au nénuphar, notamment par rapport à la feuille qu'il a sur la tête, mais aussi du fait qu'il vit dans l'eau. Et son évolution en tant que l'ombre est encore plus intéressante, car en effet elle va développer un mystère et même un folklore japonais qui n'est autre que celui des yokai et plus précisément celui du kappa. Le kappa, que l'on retrouve assez bien illustré sur ce Pokémon, est un démon de type aquatique. C'est un démon qui va avoir une apparence humanoïde avec une carapace dans le dos, des écailles sur le corps et évidemment un front totalement dégarni. On le reconnaît facilement notamment aussi au niveau de sa tête puisqu'il a un bec. Ne comptez pas sur moi pour vous parler de son évolution naturelle en Ludicolo, qui est une sorte de canard mexicain
avec un sombrero sur la tête et qui à mon avis a vraiment trop fait la fiesta. Et l'un de mes Pokémon préférés qui n'est autre que Torterra, qui vient de Tortipousse qui a évolué en Boscara puis en Torterra. Et sur l'ensemble de ces évolutions, on voit bien que c'est une tortue qui va apporter petit à petit une sorte de paysage qui va se développer par une pousse, par des bosquets et en effet ensuite par un paysage entier comprenant des forêts et des montagnes. Ce Pokémon est un véritable coup de cœur parce qu'il va développer un mythe très tenace, notamment dans tout le folklore chinois. La tortue a toujours été un animal sacré en Chine car elle représente en effet le monde, avec au milieu de sa carapace la Chine et tout autour ce que l'on peut considérer comme les pays dits barbares. Et pour les Chinois, cet animal avait véritablement une importance cruciale, notamment car ils considéraient qu'elle avait, de par sa faculté de traverser les différents mondes, la possibilité de pouvoir communiquer aussi avec les défunts. Cette mythologie au niveau de la carapace de tortue et de cette allégorie au niveau du monde va tout à fait être reprise notamment par Terry Pratchett dans son roman Les Annales du Disque Monde, où ce fameux Disque Monde va être représenté par en effet la Terre sous une forme de voûte, elle-même portée par 4 éléphants retenus directement par cette fameuse tortue, cette tortue qui vogue dans la galaxie et qui transporte l'ensemble de la Terre autour du Soleil. Mais je ne vous ai toujours pas parlé de Bulbizarre, qui est l'un des Pokémon les plus légendaires que l'on retrouve au niveau des plantes. Et on peut voir au niveau de ces différentes évolutions que l'on a en fin de compte, là aussi, une évolution dans le temps d'une espèce végétale. On a Bulbizarre qui va évoluer en Herbizarre, puis en Florizarre et en Méga Florizarre. Et cette dernière évolution est assez importante, notamment pour les botanistes, parce que ce Pokémon va développer sur son dos un palmier avec des feuilles, des énormes fleurs et des lianes qui vont directement courir sur les feuilles. C'est d'après moi un écosystème. Bulbizarre va développer avec ses différentes évolutions tout le stade de vie d'un écosystème entier. Et si on se réfère aux différents types de plantes qui sont pris en exemple pour former ce Pokémon, on se rend compte que c'est un écosystème tropical, avec un tronc de palmier, des lianes et ces fleurs qui ne correspondent évidemment ni aux palmiers ni aux lianes. C'est véritablement un écosystème à lui tout seul qui est représenté par, en fin de compte, ce qu'il possède sur le dos. Florizarre, de par son évolution en Méga Florizarre, vient nous illustrer ce qu'est le développement maximal d'une forêt tropicale. Je vous emmène avec moi pour voir un type de plante qui bouleverse totalement la notion même de règne végétal. Et la question qu'on peut tout à fait se poser est la suivante. Est-ce qu'en fin de compte, les Pokémon, qui sont des êtres mi-plantes, mi-animaux, seraient une aberration scientifique ? C'est une question qui peut être importante parce que est-ce que cette notion de règne est aussi cloisonnée les uns avec les autres? Est-ce que le règne des animaux, des végétaux et des champignons, pour ne prendre qu'eux, et qui sont tout à fait illustrés dans les Pokémon, sont aussi hermétiques les uns aux autres? La réponse est non. Quand on voit notamment, et c'est pour cela que je vous ai amené ici, le lichen qui pousse sur ce tronc, qu'il s'agit tout simplement non pas d'un champignon, non pas d'une plante, mais d'une symbiose entre une algue et un champignon. Nous avons d'un côté le monde végétal et de l'autre le monde des champignons qui se sont associés pour créer cet être vivant qui pousse notamment sur le bois. Est-ce que des animaux et des végétaux peuvent cohabiter pour créer des êtres symbiotiques? C'est la question que va soulever directement les Pokémon, et souvent critiqués comme étant une aberration totale. Il existe des animaux dits mangeurs de lumière, qui vont en fin de compte utiliser la photosynthèse pour se nourrir et pour apporter directement à leur corps l'ensemble des nutriments dont ils ont besoin. Nous avons notamment des anémones, des vers, différents types de coraux et des méduses qui vont vivre en harmonie avec des algues ou des chloroplastes. Et on a le cas notamment de l'Elysia chlorotica, l'Elysie émeraude,
qui est une limace qui vit notamment en Amérique, qui est une limace de mer et qui, à son stade larvaire, va ingérer différentes algues qui vont laisser dans son intestin des chloroplastes qui vont se charger de faire de la photosynthèse pour cette limace, et cette limace, de par cette symbiose avec les chloroplastes, va réussir en fin de compte à survivre durant les 10 mois de sa vie sans jamais manger une seule fois. Et c'est en 2011 que l'on va découvrir une chose sensationnelle. Une équipe canadienne va mettre en évidence que des vertébrés arrivent à faire la même chose au niveau d'une symbiose entre des animaux et des algues. La salamandre maculée, Ambystoma maculatum, va avoir durant tout son cycle de vie, que ce soit en tant qu'œuf, en tant que larve, puis ensuite en tant qu'adulte, une relation symbiotique avec une algue, Oophila amblystomatis, qui va réussir à contourner le système immunitaire de la salamandre à son stade œuf, alors même que le système immunitaire n'est pas encore créé. Et cette algue va s'introduire dans les œufs et va créer cette symbiose entre l'animal et le végétal, alors même que le système immunitaire de la salamandre n'est pas encore créé. Et cette expérience va nous montrer qu'il existe en fin de compte au niveau du règne des animaux et des végétaux des passerelles possibles permettant aux deux de créer des êtres hybrides entre les animaux et les végétaux qui vont vivre sous forme de symbiose. Et les applications directes de ce système peuvent tout à fait se faire ressentir, notamment au niveau de certains scientifiques qui ont vu là une opportunité de pouvoir créer des êtres hybrides entre animaux et végétaux. C'est comme ça que l'on a pu voir des introductions au niveau du stade larvaire de ces différents chloroplastes au sein notamment de différents poissons qui ont pu survivre une dizaine de jours et qui en effet avaient la faculté de vivre de la lumière sans pour autant se nourrir d'autres organismes. Et on pourrait tout à fait avoir dans l'idée de se dire mais quelles applications pourrions-nous avoir de cette nouvelle découverte scientifique? La question est de savoir si un jour nous verrons gambader dans les différents champs des vaches vertes ou des chatons verts, en se disant que ces derniers n'ont qu'à faire directement de la photosynthèse, ça nous permettrait d'économiser et des champs et surtout des croquettes. Et le fantasme ultime serait là aussi de se demander si l'on pourrait pas voir un jour des hommes verts faisant de la photosynthèse et qui en fin de compte pour se nourrir n'auraient besoin que quelques heures de bronzette en plein soleil pour leur permettre de recharger les piles. Là je vous dis, l'homme chlorophyllien utilisant différents chloroplastes sur sa peau verte n'est pas prêt de faire son apparition. La science ne doit pas aller plus vite que le rythme de la nature et on pourrait tout à fait fantasmer sur les prouesses et les atouts que pourraient nous donner directement ces hommes chlorophyllien, notamment en supprimant l'ensemble des champs cultivés, en réintégrant la forêt et évidemment en évitant les déforestations, en limitant le bétail et l'industrialisation à outrance, qui ne serait évidemment plus utile à l'être humain puisque une simple bronzette en plein soleil lui permettrait de faire un festin gargantuesque. Nous devons aussi attendre à un changement de culture. Ce n'est évidemment que de la science-fiction pour le moment, mais nous savons que les études prometteuses sur ces différents êtres utilisant des moyens comme des algues et les chloroplastes qui leur sont directement liés pourrait en effet avoir des retombées économiques, sociétales et évidemment un changement de nature pour les hommes. Et en fin de compte, ces Pokémon mi-plantes, mi-animaux sont tout à fait étayés par les différentes recherches et découvertes scientifiques sur ces différentes possibilités que l'être humain a de pouvoir créer ces animaux qui ont en fin de compte des associations naturelles. Comme d'habitude, si cette vidéo a pu vous intéresser et si les Pokémon et leur relation avec les plantes vous passionnent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la description, j'y répondrai avec un grand plaisir. À évidemment vous abonner à cette chaîne pour suivre mon actualité, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter et Instagram. C'est pas tout, mais il faut aussi que j'aille chercher des Pokémon. Alors je vous dis à très bientôt et bonne chasse les amis. Me voilà équipé. À moi les Pokémon. Hein? Je crois que j'ai oublié que j'étais à la campagne. Oh!
Rattata.